Bien, bonsoir à tous. Je suis Federico Sola, donc je suis praticien hospitalier au groupe hospitalier Paul Guiraud et j'interviens sur le secteur de Bagneux et Châtillon, et notamment au CMP de Châtillon, au centre médico-psychologique de Châtillon. Et donc c'est à ce titre que de Bagneux, et c'est à ce titre que j'ai eu envie de proposer une activité dans le cadre de la semaine d'information de la santé mentale et le travail. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie surtout parce que, bon, c'est justement une activité qui est dans le cadre du programme proposé en dehors des horaires de travail. Donc, c'est sur un temps personnel que vous venez. Je voulais aussi remercier Madame Julia Roger, qui est la coordinatrice du conseil local de santé mentale et qui a été la cheville ouvrière de toute l'organisation de cette semaine d'information. Et remercier bien sûr René Fiori, que je vous présente. René Fiori, il est psychanalyste et il intervient dans le cadre de l'association Souffrance au travail. Bon, il va... Je ferai passer si vous voulez. Il va vous dire peut-être quelques mots sur cette association et son activité. Et j'étais vraiment ravi quand René a accepté cette proposition parce que je le connais bien, je l'ai souvent entendu, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et voilà, c'est quelqu'un qui allie vraiment des qualités de clinicien avec un engagement associatif et aussi avec une connaissance de l'entreprise et du monde du travail. Quand on a commencé à réfléchir sur la semaine d'information santé mentale et travail, moi, d'une façon spontanée, j'ai pensé à la question de la souffrance au travail, un peu comme une évidence. Et dans la même évidence, j'ai pensé à cette association que je connaissais, Souffrance au travail, et ce qu'il pouvait peut-être nous apporter autour de cette question. Et alors, quand je dis évidence, il faut quand même que je vous dise que c'est pas une évidence tout à fait partagée, dans le sens où je ne souhaite pas, c'est pas l'intérêt de polémiquer, mais on a proposé cette activité et on m'a dit que certaines personnes de notre mairie, ils n'étaient pas très séduits par l'idée de parler de la souffrance au travail, préféraient peut-être qu'on parle plutôt de bien-être au travail. Voilà. Et au point que, bon, ils se sont un peu désengagés de la participation et de l'idée de s'associer à cette soirée. Bon, après, chacun est responsable aussi de ses choix, mais j'ai envie de dire le bien-être au travail ou le bien-être tout court, bon, personne ne peut être contre, j'espère. Dire que le bien-être, c'est quelque chose de bien, c'est tautologique, ça va de soi. Je vous dis ça et en même temps... je dois vous avouer que personnellement, moi, j'ai toujours eu une difficulté avec le bien-être, en fait, parce que je pense que je l'entends comme un impératif. Chaque fois que j'entends bien-être, j'entends qu'il faut être bien, comme une sorte de garde à vous. Du coup, je me raidis un petit peu chaque fois que j'entends le bien-être. Mais, bon, c'est une question un peu personnelle, le bien-être... bien sûr, je le souhaite pour tout le monde. Nous, on a insisté pour parler de la souffrance au travail. Donc, cette petite déconvenue ne nous a pas découragés. Je pense que ça nous a plutôt encouragés d'une certaine façon. Et donc, voilà, c'est dans cet esprit que j'ai invité René Fiori, qui, en plus...
moi, je me trouvais encouragé par tout ça, et d'autant plus que j'ai pu lire le travail qu'il a préparé ces quelques jours avant cette soirée. Et vraiment, voilà, je te remercie dès maintenant de cette rigueur et de cet effort que tu as fait de vraiment construire quelque chose pour nous proposer ce soir. Donc, vous allez voir que René a pensé une sorte de format qui me semble intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une conférence voilà, qui serait plus longue et un peu magistrale, en fait, il nous propose plutôt des séquences, des textes. Et ensuite, on va discuter un petit peu, on va les commenter si vous avez des questions. Donc, on fera comme ça 3 ou 4 séquences en fonction du rythme qu'on va se donner, des envies qu'on aura, du temps des discussions. Parce que voilà, on n'a pas d'impératif particulier, donc on pourra avoir le loisir de suivre ta proposition de cette façon. Je ne vais pas être plus long et te passer la parole, René. On te remercie encore. Bon, merci beaucoup. Merci d'être là, parce qu'on va passer, en principe, quelques 2 heures ensemble. 19h, 21h. Le soubassement de mon propos, je vais aller chercher dans ce qui pour moi est un cas d'école. Alors, d'abord, dans notre expérience à l'association Souffrance au Travail, puisqu'on existe depuis juillet 2000 et que nous recevons des personnes depuis ce temps-là, cette date-là. Et ensuite, dans un cas qui pour moi est un cas d'école, qui est le cas de France Télécom. France Télécom, qui a ressurgi dans les médias il n'y a pas très longtemps. Mais France Télécom, auprès duquel il y a eu beaucoup de documents, que ce soit les plans France Télécom, soit le rapport des inspecteurs du travail, et puis des témoignages de personnes qui ont travaillé, qui ont écrit, et des vignettes, et aussi des restes de lettres de personnes qui ont choisi de disparaître. Donc, c'est un cas d'école et j'essaierai de montrer pourquoi, même actuellement. Donc, j'ai changé le titre du propos général. J'avais mis « Gagner sa vie », point d'interrogation. Je l'ai remplacé par un titre plus à propos, « Santé mentale, virgule, au travail, point d'interrogation ». Donc ça, c'est la première partie. Et il y en a 4. Et donc, scandé par des questions, aussi bien de Federico que de vous-même, qui seront bien sûr les bienvenus. Alors, Federico a dit que quand il entend bien-être, il ressentait une sorte de garde à vous, d'impératif, quand on entend souffrance, non, il ne faut pas ressentir ça non plus. C'est pas un terme auquel il faut s'accrocher, mais les personnes qui viennent nous trouver sont dans cet état-là. Je conçois tout à fait que le plaisir et le bonheur au travail existent, mais je me demande toujours pour qui et pour quelle durée. Voilà. Est-ce que quand on compose un absolu comme ça, il faut toujours le relativiser. Donc, notre échange de ce soir se situe dans le cadre de la semaine d'information de santé mentale et travail. Donc, je remercie le service de psychiatrie du docteur Hélène Monsonego. Je vous remercie beaucoup. De l'hôpital Paul Guiraud de Clamart et le docteur Federico Sola, qui ont pensé que la psychanalyse pouvait dire quelque chose sur ce point. La psychanalyse est l'instrument de l'association Souffrance au Travail, association que je représente et dont je suis membre fondateur, et qui a été créée au mois de juillet de l'année 2000 par 3 personnes, au fond, qui travaillaient dans les entreprises privées. On se formait la psychanalyse en même temps qu'on travaillait dans les entreprises privées, en général des multinationales, des grands groupes multinationaux. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, nous avons un site internet, souffranceautravail.org. En septembre 2012, nous avons publié un petit livre intitulé « Souffrance au travail, rencontre avec des psychanalystes », qui recueille des témoignages cliniques, témoignant de notre action, et de l'orientation de nos entretiens dont nous dirons quelque chose dans notre deuxième partie, deuxième demi-heure de cet échange.
C'est un livre que vous pouvez commander et qui est aussi disponible en format Kindle. Concernant l'intitulé de cette semaine d'information, j'aurais pour ma part 2 remarques préliminaires à propos de l'expression santé mentale, qui donne lieu à un plan de l'Organisation mondiale de la santé, le dernier en date couvrant une période qui va de 2013 à 2020, et dont seulement quelques lignes évoquent la question des conditions de travail et de ce qui conditionne celui qui travaille. À l'appendice 2 de la page 33 de ce plan dit global, on trouve ça dans la rubrique « Options possibles pour la mise en œuvre », promouvoir des conditions de travail sûres et favorables en s'attachant à améliorer l'organisation du travail, à rendre les dirigeants attentifs à la question de la santé mentale, à dispenser des cours de gestion du stress et des programmes de bien-être, donc on retrouve le terme de bien-être, sur le lieu du travail, et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination. S'il y a si peu d'indications, peut-être à juste titre, je ne sais pas, c'est que la promotion de cette santé, dite santé au travail, elle relève pour une part du Code du travail maintenant, avec une loi sur le harcèlement, pour la partie respect des conditions de travail, et au niveau international, du Bureau international du travail, qui a édité il y a quelque temps, en 2014 à peu près, cette brochure intitulée « La prévention du stress au travail », liste des points de contrôle, et qui, sur plus de 100 pages, déploie des commentaires, des schémas, des bandes dessinées explicatifs sur ce point. Il faut y ajouter à tout cet ensemble les diverses jurisprudences du point de vue juridique et les divers avis de sécurité sociale qui sont tous très différents, enfin, d'un lieu, d'une instance à l'autre. Par exemple, telle crise d'angoisse sera par exemple considérée dans certaines conditions comme accident du travail. Je reçois en ce moment quelqu'un dont la crise d'angoisse a été considérée comme ça, ce qui ne sera pas le cas dans d'autres considérations, d'autres situations, d'autres contextes. Pour cette formule de santé mentale, qui peut ne pas aller de soi, enfin moi je mettrai un point d'interrogation, je me contenterai comme première remarque de renvoyer au volume 27-28 d'une revue qui s'appelle la Revue internationale de psychanalyse, publiée en 2012 par l'Eurofédération de psychanalyse, et dont le titre est « La santé mentale existe-t-elle ?» et un article plus ancien, mais toujours d'une brûlante actualité, du psychanalyste Jacques-Alain Miller, intitulé « Santé mentale et ordre public », paru lui aussi dans la revue Mentale du 3 janvier 1997, un peu plus ancien. Et comme seconde remarque, j'ai réinterprété l'intitulé de cette semaine comme suit, « Santé mentale, virgule au travail, point d'interrogation », l'infléchissant afin de poser une loupe sur ce qui conditionne dans ce milieu du travail cette dite santé mentale, et d'autre part, pour prolonger cette formule comme suit, la santé mentale est-elle possible au travail ? Je voulais rendre un peu polémique cette question-là, plutôt que de la fadir. Oui, vous avez bien entendu le verbe conditionner, mot dont la série sémantique inclut le substantif condition et celui de conditionnement. Quand quelqu'un dit par exemple « Vous me livrerez ces dépliants conditionnés par 10 et sous emballage plastique », voyez comment cela peut être très précis. Il en est pratiquement de même dans la relation du conditionnement au mental. Quand on parle de personnes, on parle de santé mentale. Mais quand on parle d'entreprise, on parle bien de santé, mais économique. La question de la santé mentale ne pourrait-elle se poser cependant aussi pour une entreprise ? C'est une question que je voudrais essayer de poser. Je trouve que ça vaut le coup. Aujourd'hui, à côté de l'Église, de l'armée, du parti politique et de tant d'autres, subjectivité collective, comme les appelle un psychanalyste, Jacques Lacan, pour ne pas le nommer, l'entreprise tient une place majeure. N'a-t-elle pas en effet absorbé, intégré certaines caractéristiques de ces entités ? Je mets un point d'interrogation. Avec la culture d'entreprise, entre guillemets, elle appartient à ces ensembles que sont les foules. Qui ne sait que si une personne peut délirer, une foule le peut également. Et tous deux peuvent délirer avec méthode et rigueur. Délirer, étymologiquement, c'est sortir du sillon. En psychiatrie, puisque vous avez un psychiatre dans l'audience, où le mot c'est fait concept, et même deux,
On parle aussi d'un délire systématisé. Un délire est systématisé lorsqu'il est organisé autour d'un thème central ou d'une idée principale, et que ce dernier est le point de départ de développement et d'enrichissement secondaire. Alors ce terme de délire à propos d'un collectif vaut d'être opposé, nous semble-t-il, quand l'énonciation que véhicule son discours, sa phraséologie, diffusée et imposée, a pour corrélat ce que j'appellerais la demande de mort. Donc je rappelle que le fond de mon propos, je pense à France Télécom. Et après, on voit comment ça se décline ou pas ailleurs. Sous la forme de la demande de disparaître soi-même, du fait d'une pression telle qu'il peut sembler que ce soit l'option la plus enviable pour certaines personnes. Sur ce point, ce qui est arrivé à France Télécom est un cas d'école. 60 suicides recensés entre 2004 et 2010 environ. Et ceci, hélas, n'est plus une exception aujourd'hui. Vous évoquiez la réorganisation des hôpitaux. En ce moment, moi j'ai fait une alerte Google sur suicide à l'hôpital. Toutes les 3 semaines, il y a un suicide dans un hôpital. Cela n'est plus, hélas, une exception, car loin d'être une fin, cela se révèle au contraire un commencement. Oui, pour le forcené de la rentabilité et de la productivité, cela a eu une fonction apéritive. Voyez la Poste, voyez la réorganisation dans les hôpitaux, et je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans l'histoire, la grande histoire, il y a eu encore pire, comme délire de foule, se réclamant d'une idéologie, cette fois, avec une phraséologie différente et plus explicite. France Télécom, ce fut le plan Next, assorti d'un plan RH appelé ACT, pour supprimer quelques 22 000 emplois en 2 ans, 2 ou 3. Je cite le quotidien La Croix du 5 juillet 2012. Ce chiffre ne risque-t-il pas de prendre une valeur symbolique quand on sait qu'actuellement, dans le secteur de la santé publique, d'après les responsables syndicaux interrogés il y a peu par France Bleu Touraine, 22 000 postes doivent être supprimés, accompagnés de la fermeture de 16 000 lits. Alors, pour poser cette question, nous ne nous priverons pas d'interroger la santé mentale de la manière suivante. D'abord, dans ce contexte, on parle de santé mentale, mais on parle de santé mentale de qui? Et puis la santé mentale, selon la définition de l'OMS, alors je cite cette définition, le bien-être mental comme composante essentielle de la définition de la santé. Est-ce que ce bien-être est possible dans ce type de contexte? Alors, j'ai titré le second passage de cette première partie, l'éthique personnelle, composante essentielle de la santé mentale de chacun. La souffrance éthique, par exemple, cette expression, c'est Christophe Dejour qui en a parlé il y a peu, qu'il a mis en circulation dans les médias, et c'est une expression que je trouve assez juste. Chacun a son éthique concernant son propre travail. Donc cette phraséologie qui nous sert à poser notre question a un nom dans les grands groupes d'entreprises, elle s'appelle la culture d'entreprise. Souvenez-vous de la tournée du facteur dans le film de Jacques Tati, Jour de fête, dont voici le rapide synopsis livré par Wikipédia. Un petit village berrichon prépare sa fête annuelle. Les enfants regardent de tous leurs yeux les forains, Marcel et Roger, monter leur manège sur la place. Quant au facteur, François, après avoir assisté à la projection d'un film sur son métier tel qu'on le pratique en Amérique, il entreprend sur sa vieille bicyclette une tournée intempestive. Quand la fête est finie, le village retrouve son calme. Il ne s'agit pas d'en revenir à un contexte révolu, alors que nous entrons dans l'ère de la voiture autonome, des automates numériques, des drones et de l'e-santé. Puisqu'il s'agit d'une semaine d'information, je vous conseille vivement de suivre la newsletter de TIC Santé et la publication de l'usine digitale, et on voit tout de suite, au jour le jour, comment se développe rapidement cette technologie. Le film de Jacques Tati nous donne une épure de ce qu'était autrefois le lien social et le rapport à son travail, dépouillé de cette phraséologie qui aujourd'hui est omniprésente. Ce lien social, on le rencontre aussi bien dans les cafés pris en commun à la cafétéria. Donnons la parole à Joseph Chovanec. Voici ce qu'il écrit dans son pertinent livre « Je suis à l'Est », sous-titré « Savant et autiste », paru chez Plon. Dans beaucoup d'entreprises autour de la machine à café, notamment le lundi, tout un genre narratif se déploie. Quand on se demande
Quand on me demande ce que j'ai fait ce week-end, je suis obligé de répondre des choses qui ne sont pas socialement valorisantes ou ne passent pas pour intéressantes. Donc j'évite la machine à café. Nous avons ici la structure minimale d'un collectif, un groupe de personnes, un échange parlé, un objet commun, avec du plaisir, du déplaisir qui circule dans cette assemblée. Et par voie de conséquence aussi, le sentiment d'exclusion de celui qui ne montre pas d'intérêt pour cet objet. Nous aurions pu prendre les matchs de foot, les jeux vidéo, dans un lieu structuré pour une certaine finalité qui est la production, comme l'entreprise. Ces lignes sont nécessairement présentes, je dirais naturellement, et la structure hiérarchique ou en réseau vient leur donner une configuration particulière. Elle accentue certains traits. Quelle est donc l'incidence de la phraséologie du discours de la culture d'entreprise qui vient s'interposer entre cette structure déjà présente et la personne? Sinon celle d'une accentuation, d'un renforcement, d'une radicalisation de cet amalgame qui est constitué par la tension interne du groupe, fût-il le plus minimal, alliage de plaisir et de déplaisir dans l'échange, et de cette pression de mise à l'écart pour ceux pour qui leur intérêt n'est pas exclusivement dirigé vers l'objet commun du groupe. On pourrait durcir les traits de différence entre la différence qu'il y a entre une grande entreprise et une PME. Dans les PME, ça n'existe pas, la culture d'entreprise. Les gens travaillent autour d'un objet qui sont les machines de production, etc. Il n'y a pas cette phraséologie qui vient s'interposer, qui est comme une pellicule qui arrive entre la personne et l'entreprise. Enfin, tout ça, je propose ça à la discussion, mais ça me semble important. Les phénomènes de foule dans l'entreprise m'ont semblé importants à essayer de décrypter. Le discours que diffuse cette culture d'intensification, d'exaspération, d'exacerbation de ces lignes structurelles inhérentes à toute foule s'amalgame avec l'organisation du travail proprement dite et aujourd'hui sature l'espace et le temps du salarié. Alors que ces cultures devraient réguler, les tempérer, le modérer. Voilà que ce discours d'exaltation des valeurs de l'entreprise et de stigmatisation de la concurrence les dérègle jusqu'à les altérer. De plus, dès lors qu'on instaure cette culture d'entreprise, on constate qu'elle installe une suspicion généralisée, celle de s'assurer qu'il n'y a aucun manquement à son adhésion. La langue particulière qui s'y parle est un des marqueurs, un des démonstrateurs de cette adhésion. Donc, pour offrir un point de comparaison, remarquons que ce n'est pas le cas dans les PME. Et je donnerai en dernière partie un cas un texte d'un cabinet de consultants qui vient un peu illustrer ce que je vous dis là. Extrait du livre Orange stressé d'Yvan Leroy, édition de la Découverte, Paris 2009. Jean-Marc a participé à l'un de ces Orange Journeys. Pour le cadre supérieur, ces séminaires sont de véritables séances d'infantilisation généralisée. Il en est ressorti effaré. Cela commence par un long baratin, les gens écoutent attentivement, puis on regarde un petit film vidéo qui surfe sur les généralités, des transparents projetés sur un écran expliquent qu'il faut bien s'occuper des clients. Enfin, chacun participe à un jeu de rôle où les uns jouent les clients, les autres le chef de projet ou l'exploitant. Dans ce livre, on y parle aussi d'un autre jeu où les cadres se nouent un bandeau orange sur le front pour prouver leur motivation. Cette personne, ce cadre qui témoigne, parle de la honte qu'il éprouve, cette honte qu'il lui faut ravaler. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, bien sûr. La culture d'entreprise mise en œuvre dans toutes les organisations du travail d'aujourd'hui veut offrir le visage d'une communauté, d'un collectif de travail, scellé par un consensus sur les valeurs de l'entreprise, accompagné de la fierté d'y travailler et aussi d'une admiration quant au charisme des dirigeants. Cette cohésion étant posée comme participant de la garantie des résultats financiers ou de la rentabilité ou de la productivité. Mais l'actualité montre aussi que cette mise en foule, cette prise en masse a aussi des inconvénients majeurs pour les personnes. Des inconvénients quant au sens qu'elles donnent elles-mêmes à leur travail, lequel est un élément de leur santé mentale. Je le dis comme une affirmation, mais en fait, ce sont les événements d'aujourd'hui qui le révèlent. Avant, on ne savait pas forcément ça. Il y avait des syndicats,
contestation, et puis il y avait le travail, tout ça faisait. Mais c'est vraiment les nouvelles organisations qui décantent ces choses-là. Avant, on ne savait pas. C'est en tout cas ce que démontre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, en y incluant ceux qui n'y ont pas ou difficilement accès. Ce sens se prévaut d'inclure des valeurs citoyennes. Mais là aussi, ce discours, plus qu'à son tour, a un effet détersif. L'affaire Volkswagen, qui a défrayé il y a peu la chronique, suivie d'autres d'ailleurs, en est un exemple, qui démontre que la culture d'entreprise telle qu'elle est conçue, c'est-à-dire finalisée uniquement sur les bénéfices financiers, se réduit souvent à une culture de la pression et de la crainte qui altère profondément le sens d'une communauté de travail. Donc, je cite Le Monde du 2015, 10 mai 2015. Beaucoup de managers savaient. C'est une des premières conclusions de l'enquête interne menée chez Volkswagen, qui doit faire la lumière sur le scandale de la manipulation des moteurs diesel du groupe automobile allemand, actuellement aux prises avec la plus grave crise de son histoire. Selon l'édition dominicale du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui cite les sources proches du conseil de surveillance, la thèse selon laquelle ce serait l'œuvre de quelques développeurs malfaiteurs n'est pas tenable. Le constructeur automobile aurait trompé les clients et les autorités de façon systématique. La culture d'entreprise peut être un puissant désinhibiteur quant aux valeurs citoyennes et à sa propre éthique individuelle. D'autant qu'en intégrant un groupe, en y adhérant d'une manière ou d'une autre, on s'allège de facto, je dirais, de son propre poids. C'est presque quelque chose qui vient naturellement, de ce que nous appellerons sa propre vérité. On est dans un groupe, ça a un effet libératoire, parce que voilà, on est en groupe et qu'on a l'impression que beaucoup de choses peuvent être permises, on s'autorise des choses qu'on ne s'autoriserait peut-être pas tout seul, enfin. Si aucun regard extérieur civil n'y entre, alors plus de complexe, plus d'état d'âme, et les limites deviennent floues. Car dans cette culture, avec cette culture, il s'agit réellement de désinhiber l'individu quant à ce lien à l'autre, son lien à l'autre dans l'entreprise, en dissolvant tout ce qui pourrait entraver les relations positives, négatives d'ailleurs, pas positives, négatives, critiques, réfractaires aux liens fonctionnels. Comme en témoigne Thierry, manager à SFR, dans un entretien donné autrefois sur une web radio sur le thème de la honte. Et cette désinhibition absorbe et dissout le lien social qui lui intègre certains principes. Le cas de Stéphanie Gibault, lanceur d'alerte sur les infractions OBS, en est un bon exemple. Peut-être que je l'expliciterai tout à l'heure. Cette désinhibition a pour effet de ruiner le rapport de chacun à sa propre dignité, quand on y consent. Ça ne se voit pas quand on est à l'intérieur d'un groupe. Ça se ressent quand un regard extérieur arrive et que tout d'un coup, quelque chose, comme un révélateur au sens photographique, manifeste cela. La culture d'entreprise nommée dans un autre champ projet d'établissement n'est souvent que le storytelling, le script imposé de la gouvernance par les nombres. Pour reprendre l'expression du juriste Alain Supiot, gouvernance qui exerce aujourd'hui une telle fascination au point d'avoir fait pâlir, d'avoir affadi dans le domaine politique la notion même de gouvernement des lois. Dans ce contexte de la santé, pour prendre le domaine de la santé, soigner les protocoles pour correspondre au projet d'établissement est un métier totalement différent de celui de soigner les personnes. On conçoit alors qu'une personne puisse se sentir étrangère à soi-même et à son propre savoir-faire. Tout cela lui est désormais dicté d'un extérieur qui lui apparaît comme une hétéronomie féroce. Donc je vais finir cette première partie sur une citation du livre de Dorothée Rameau. Dorothée Rameau a écrit un livre, Journal d'un médecin du travail. Elle était médecin du travail dans le domaine des grands groupes alimentaires. Je la cite. Le directeur a changé. Certains chefs racontent qu'avec ce nouveau directeur, ils sont obligés, plus souvent semble-t-il que par le passé, de faire des choses qu'ils réprouvent. Leur éthique est constamment ébranlée. Quelques-uns remettent leur valeur morale en cause, me disent ne plus savoir où est la frontière entre le bien et le mal. Tout est devenu flou